Bonjour Zakaria Mouni. Bonjour. Alors de retour en France, vous gardez contact avec plusieurs personnes haut placées du Maroc. C'est pas que j'ai gardé contact, c'est qu'ils ont pris contact avec moi. Donc moi, quand je suis rentré en France, j'avais demandé, la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, m'avait organisé une conférence de presse pour la demande de ma réhabilitation. Et j'avais demandé audience au roi. C'était dans le but pour lui raconter ce qui se passe dans son pays en son nom. Parce que j'étais torturé en son nom. Tout ce qui m'est arrivé, c'était au nom du roi. Et après, il y avait cet émissaire qui s'appelle Adil Belgaïd, qui m'a proposé, qui m'a dit que je pouvais demander au roi ce que je voulais. Et que je pouvais même avoir un club à 2 millions d'euros. Alors c'est pas la seule personne qui a pris contact avec vous. Après, donc, il y avait le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Mohamed Lansal, qui m'a contacté, qui m'a expliqué qu'il était mandaté par Sa Majesté et que le roi a donné ses instructions pour procéder à réparer cette injustice. Et d'ailleurs, j'ai pas mal d'enregistrements. J'en ai au moins une cinquantaine, voire une soixantaine d'enregistrements avec ces émissaires. Avec Adil Belgaïd, l'émissaire du roi, avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Lansal, avec le directeur central des renseignements généraux qui s'appelle Hamid Chinouri, que d'ailleurs le ministre de l'Intérieur me l'avait présenté comme un membre de son cabinet. Et le plus grave, c'est que j'ai même un enregistrement avec, pas un seul, mais quelques enregistrements avec le directeur du protocole royal et de la chancellerie, Abdeljawad Belhaj. Donc, pour revenir sur le ministre de l'Intérieur, pendant un an d'échange avec ce ministre, il m'a invité, mon épouse et moi, pour nous rendre au Maroc pour avoir audience avec le roi. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter comment ça s'est organisé. J'ai bien reçu le courrier. D'accord, oui. Et comme vous le savez, moi, je suis un peu, pas tout à fait le facteur, mais je suis, disons, le réceptionniste un peu de tout ça. J'ai regardé ça et Oui. je m'apprête donc à faire part de cela, de ce qui est dans ce courrier. Dans Sa Majesté le roi, puisque c'est lui qui m'a fait charger un peu de recevoir tout Zakaria. Je m'excuse, je ne l'ai pas rappelé parce que la personne est en congé. Oui. 10 jours, donc elle rentre à la fin du mois. Oui. Et c'est pour ça que j'ai fait la sourde Oui, d'accord. pareil, parce que je voulais quand même avoir des éléments auprès de lui avant de vous contacter. D'accord, monsieur Lansal, d'accord. Non, je suis désolé, mais effectivement, parce que je n'ai pas tenu ma promesse, mais en fait, la semaine prochaine, je vous appelle et Ça marche, on procède. On va voir. D'accord, avec. Ok, d'accord, merci, monsieur Lansal. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine, merci. Au revoir. Non, je vous ai dit qu'on n'est quand même pas en train de jouer à cache-cache ni d'essayer de vous piéger. À quoi ça sert? On va pas s'amuser à vous dire venez pour vous arrêter ou un truc comme ça. Non, il s'agit absolument pas de cela. On aurait pu arrêter tout ça depuis longtemps et laisser tomber. Mais en fait, lui a aussi des instructions pour discuter avec vous, pour savoir qu'est-ce qui peut être fait, comment ça peut se faire, et puis c'est tout, quoi. Mais ça, il n'est absolument pas question disons, de vous jouer un peu. Maintenant, si vous estimez que vous ne pouvez pas venir, il faudrait que je revoie avec lui, qu'il voit avec disons, les personnes aussi qui peuvent changer, puis on verra bien. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Ah oui? Je peux vous dire, c'est qu'honnêtement, de ce côté-là, vous n'avez aucune crainte, mais enfin, ça, je ne peux pas me mettre en je vous dis un peu comment les choses. On ne va pas s'engager dans cette affaire comme ça pour vous piéger, non. Moi, je comprends votre situation. Vous avez entièrement raison. On a vous dit. Ouais. Moi, je comprends très bien
bien votre situation, المسائل كذا, je suis entièrement d'accord. Mais là, explique بأنه il faut comprendre, il faut savoir exécuter المسائل اللي كاينة. الحمد لله كاين الموافقة المبدئية راه كاينة. Il y a un accord qui est préliminaire, qui est préalable. كلشي كاين كلشي كذا. Votre dossier a été entendu سميتو les autorités suprêmes ديال بلادنا الله ينصر سيدنا. المسائل. Le ministre راه هو عارف المسألة. Oui. Est-ce que vous pouvez m'écouter une seule seconde? Oui, vas-y. Moi, je vous dis en toute sincérité, Oui. profitez de l'occasion et venez. Ouais. Parce que profitez de l'occasion et venez. Ouais. Et voilà, on laisse tout ce qui s'est passé à part. Ouais. Et vous faites le déplacement. Et on est là pour ça parce que il faut pas douter, il faut pas trop douter également. Alors moi, je vous ai réservé pour le dimanche, Inch'Allah. C'est sur l'arabe, c'est la P781. D'accord. Les réservations sont faites au niveau de l'arabe. Oui. Consultez, si vous voulez un code, si vous voulez noter votre code de compte. Ah oui, bien sûr, comme ça, si on peut consulter, oui. C'est... Oui. 2, c'est le 2. 2. Alors, O comme Oscar. Oui. Comme Patrick. Oui. I comme Isidore, 24. 24. Ça, c'est votre code. 24. D'autres personnes ont pris contact avec vous depuis le Maroc, et notamment le ministre de l'Intérieur de l'époque. Exactement, donc le ministre de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Lansar, m'avait contacté en m'expliquant qu'il était mandaté par le roi. Moi j'ai tous les enregistrements d'ailleurs de toutes ces conversations avec ces hauts dignitaires. J'en ai au moins une cinquantaine voire soixantaine d'enregistrements. Il nous a invités, mon épouse et moi, pour nous rendre au Maroc pour avoir audience avec le roi du 3 mars au 6 mars 2013. Donc j'ai répondu, j'ai fait confiance au roi parce que j'ai pensé que c'était un type honnête. J'ai répondu à l'invitation, mais avant de nous rendre au Maroc, on a prévenu ici le Quai d'Orsay et l'Élysée de ce déplacement. Une fois sur place, donc, le ministre de l'Intérieur nous a fait séjourner à l'hôtel La Tour Hassan à Rabat, mais on n'a pas pu voir le roi du Maroc. Par contre, le ministre m'a proposé la réparation matérielle, que je pouvais avoir un club à Paris, un club de sport à Paris, aux alentours de 6 millions d'euros, si je compose avec mon tortionnaire et le commanditaire. Donc sur place, je me suis senti un peu prise au piège, parce que ce n'était pas le but de ce déplacement. Après, je lui ai expliqué que je vais réfléchir à l'offre. On est retourné en France, et à ce moment-là, je lui ai fait comprendre vraiment que je tenais absolument à ce que mon tortionnaire, mes tortionnaires et le commanditaire soient traduits devant la justice. Et quelle a été sa réaction, non? Je vous laisse écouter ces enregistrements. Bah oui, c'est vrai, je t'ai dit 48 heures, mais j'ai pas encore vu la personne là, puisqu'elle n'est pas là. Ouais. Je viens d'arriver, moi je suis arrivé hier matin. Ouais. Je lui ai demandé tout à l'heure, on m'a dit qu'il n'est pas encore là, il sera là demain, Inch'Allah. Je vais leur rendre compte pour que, comme je t'ai dit, que quelqu'un prenne attache avec toi et que vous en finissiez avec cette affaire. D'accord. Moi, Ça marche. On se rappelle demain pour confirmer. demain pour voir, d'accord. D'accord. Si vous voulez, dans ce genre de discussion, vous parlez de réparation de justice, moi je vous dirais que là, il est, en tout cas, à mon avis, dans le cas où je suis, la justice, pour moi, il n'est pas question de revenir en arrière. Bon. Donc malgré tout ça, vous n'avez jamais pu rencontrer Mohamed VI. Il est toujours resté silencieux. Malgré des courriers qui lui ont été adressés, vous avez même eu confirmation que ces courriers lui avaient été remis. Exactement. Donc Mohamed VI a toujours resté silencieux sur cette affaire. Je trouve ça vraiment, c'est un mystère. Parce que Mohamed VI, il est au courant de toute l'affaire. Et donc, j'ai eu la confirmation du directeur du protocole royal et de la chancellerie, Abdeljawad Belhaj, que mon courrier a été transmis au roi du Maroc. Et malgré tout ça, il est resté silencieux. أنتم على اتصال بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
Allô? Allô? J'ai reçu ta lettre et elle a été envoyée. C'est bon, elle a été envoyée à Sa Majesté? Oui, oui. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Monsieur Belhaj, merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, je tenais à vous remercier parce que vraiment, vous êtes la seule personne que je trouve sérieux et sincère, vraiment, et je tiens à vous le dire, je vous remercie, Monsieur Belhaj. Merci beaucoup, mais moi je fais par fidélité mon boulot à Sa Majesté. Donc là, on est en 2014, toujours pas de réponse de Mohamed VI, une impasse avec ses émissaires. Qu'est-ce que vous faites alors? Bien sûr, parce que la seule chose que Mohamed VI et son entourage et ces gens mandatés par lui m'ont proposé que la réparation matérielle. Mais moi, la réparation matérielle, ça veut rien dire. Quand on est torturé, vous savez ce que c'est d'être torturé? Je vis avec ça, après on vit avec ça à vie. C'est pas comme, j'étais malade j'avais le cœur ou j'avais un cancer et je vais avoir de l'argent, je vais faire une opération et ça y est, je suis guéri. Non, c'est pas comme ça. Moi, ce qui va me guérir, c'est de voir mes tortionnaires et le commanditaire traduits devant la justice. C'est ça. Donc quand je suis arrivé à un impasse avec le Maroc a montré clairement qu'il ne pouvait pas me rendre justice. À ce moment-là, je me suis tourné vers la justice française. Et donc mes avocats, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, et Maître Clémence Becta, ont déposé en mon nom une plainte contre Abdellatif Amouchi, le patron du contre-espionnage pour torture, auprès du pôle spécialisé crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, et contre le secrétaire particulier du roi, Mounir Majidi, comme commanditaire. À partir de ces plaintes, vous allez subir quelques pressions? C'est que c'est pas juste quelques pressions, c'est qu'à partir du moment où j'ai déposé les plaintes, le pouvoir marocain a commencé une campagne de diffamation à mon encontre. Après, j'ai eu des menaces de mort, des menaces de massacre, des intimidations, même un chantage avec des photomontages à caractère pornographique pour retirer mes plaintes. D'ailleurs, photos tirées de séquences vidéo prises à notre insu, mon épouse et moi, à l'hôtel La Tour Hassan, où le ministre de l'Intérieur nous a fait séjourner pour avoir l'audience avec le roi. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens là-dessus, sur ce déplacement. C'était clairement un guet-apens et des méthodes que je ne pensais pas possibles à ce niveau de l'État. Et après, c'est le Maroc qui porte plainte contre vous? Oui, donc après tous ces menaces, ces intimidations, tout ça, il s'ajoute à ça un acharnement judiciaire. Et c'est la première fois que je vois ça, moi, dans le monde, c'est que le Royaume du Maroc a porté plainte contre moi en diffamation suite à des propos que j'avais tenus sur BFM TV et iTélé en se constituant partie civile. C'est vraiment une honte de voir un État porte plainte contre un citoyen, surtout ce citoyen, il avait représenté cet État. Le délibéré a été rendu le 9 juin dernier. Exactement, donc le 9 juin dernier, le tribunal a jugé la plainte du Royaume du Maroc irrecevable. 3 jours après ce délibéré, vous êtes victime d'une grave agression, qualifiée de tentative d'assassinat par la police. Effectivement, le 12 juin dernier, en rentrant à la maison, donc je me retrouve face à deux personnes dans le hall de l'immeuble. La première, elle pointe une arme à feu envers moi, elle me demande de me mettre à genoux et de dire « Vive le roi, vive Amouchi et Majidi ». La deuxième personne, elle filmait la scène avec une caméra. Soudain, il y a 2 personnes qui ont surgi derrière moi en m'agressant avec des coups de lame sur la nuque et sur la main. J'ai réussi à m'échapper, j'ai contacté la police qui sont venus me récupérer dans la rue. On est revenu vers la maison pour sécuriser les lieux. Après, je me suis rendu aux urgences. Une fois aux urgences, la police m'a contacté pour que je vienne déposer ma plainte. Quand j'ai expliqué les faits, ce qui s'est passé et les menaces, parce que j'étais menacé, j'ai expliqué toutes les menaces auparavant et tout ce qui s'est passé avant, la police a qualifié cette agression, cet acte de tentative d'assassinat. Aujourd'hui, une enquête est en cours. Moi, j'ai rajouté des éléments importants à la police, des photos de personnes, d'agents marocains qui me suivaient dans les rues de Paris.
aussi des messages de menaces de massacre et de menaces de mort de la part d'une personne de l'entourage de la famille royale. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Moi, je suis très serein. J'ai pas peur. Je suis évidemment très choqué par cet acte lâche et terroriste. Leur but, leur objectif, c'était de me faire taire, mais je continue ma lutte quoi qu'il arrive. J'ai le sentiment d'être traqué en France, d'être surveillé. Des fois, je donne des rendez-vous par texto ou par téléphone et je croise des Marocains. Donc, j'ai vraiment ce sentiment d'être traqué. Et d'ailleurs, ça, j'ai alerté les autorités par rapport à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui se passe. En parlant des autorités françaises, vous nous avez fait part d'une information importante concernant une personne qui est visée par une de vos plaintes et par d'autres plaintes également pour torture, qui était présente sur le territoire français. Effectivement, donc le 3 décembre 2015, mon tortionnaire Abdellatif Amouchi, le patron du contre-espionnage, était présent sur le sol français sans être inquiété par la justice française. Cette information, elle est passée inaperçue. C'était juste le site de l'ambassade du Maroc qui avait relayé l'info. Après, elle était archivée tout de suite. Donc, j'ai réussi à voir l'article et la photo. Et je suis vraiment très choqué de voir mon tortionnaire en toute impunité sur le sol français. Alors que moi, je suis la victime. J'ai déposé plainte contre cette personne. Moi, le Royaume du Maroc ont déposé pas mal de plaintes contre moi. Moi, je suis obligé, moi je ne me cache pas, je me présente devant la justice. Et je trouve qu'il y a encore, je suis en train de vivre une autre injustice ici en France, c'est de le voir en toute impunité sur le sol français, en présence du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, du directeur de la DGSI et du directeur de la DGSE. Il était là avec les personnes les plus informées de toute la France. Et je suis choqué et je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Et donc, concernant votre plainte pour torture, où en est la procédure aujourd'hui? Alors, au terme d'un procès-verbal de synthèse en mars 2015, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, à la suite d'une longue investigation, expertise médicale et psychologique, a conclu qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que là où les infractions de torture ont été commises et peuvent être retenues contre Abdellatif Amouchi, le patron du contre-espionnage. Et le 25 mars 2015, le parquet de Paris a envoyé une dénonciation officielle aux autorités marocaines pour poursuivre Abdellatif Amouchi en justice sans que le juge français ne soit dessaisi de l'affaire. Et du côté des autorités marocaines, du pouvoir marocain, qu'est-ce qu'ils en disent? Il faut savoir que le roi, normalement, c'est la plus haute autorité judiciaire et il reste toujours silencieux sur cette affaire. Le roi Mohamed VI lui-même a déclaré qu'il existait des cas isolés de torture. Oui, ça s'est passé fin mai 2014. Mohamed VI avait reçu Madame Navi Pillay, ex-haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et après, donc, elle a expliqué que le roi lui a informé qu'il ne peut pas tolérer la torture, bien qu'il ne peut pas exclure qu'il existe des cas isolés. Mais Mohamed VI a toujours resté silencieux, c'est-à-dire il ne nous a pas montré ces cas-là, il n'a pas rendu justice à ces cas isolés, et moi je peux vous dire qu'on est loin de quelques cas isolés, parce que Amnesty International a sorti un rapport l'année dernière où il y a plus de 173 cas entre 2010 et 2014. Et moi je dis à Mohamed VI, moi je fais partie de ces cas de torture. Et moi, j'ai toutes les preuves matérielles. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à Mohamed VI. Mohamed VI, aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester silencieux.
Parce que les propos tenus par les personnes mandatées par vous, et surtout votre ministre de l'Intérieur et votre directeur du protocole royal, vous impliquent directement dans mon affaire et montrent clairement que vous êtes le commanditaire. Alors aujourd'hui, avec tout ça, comment vous vous sentez ici en France? Est-ce que vous avez peur? Je me sens très serein. J'ai confiance en la justice française. La peur, sincèrement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout. Vous savez, quand j'étais torturé dans le centre de torture Temara, j'ai goûté à la mort. Pendant 18 mois de détention arbitraire, j'ai vécu des choses horribles. Donc la mort, j'ai goûté à la mort. Ça ne me fait plus peur aujourd'hui. Et je pense que c'est le pouvoir marocain qui a peur. Mohamed VI, il a peur de moi. Il a peur de la vérité. Et j'ai un message à passer à Mohamed VI. Mohamed VI, est-ce que vous allez condamner cet acte terroriste que je viens de vivre en votre nom? Ou allez-vous encore une fois rester silencieux? Est-ce que vous auriez aussi un message à faire passer à la France? Oui, j'ai un message à passer aux autorités françaises et à François Hollande. Aujourd'hui, il est inconcevable que mes proches et moi vivions sous la menace sans aucune protection dans le pays des droits de l'homme. Nous ne sommes pas des dommages collatéraux. S'il arrive quelque chose à mes proches ou à moi, le premier responsable sera Mohamed VI, car tout ça, ça a été fait en son nom. Le deuxième responsable, c'est l'État français, car cela se déroule en France en toute impunité. J'espère qu'on ne sera pas obligé, mes proches et moi, d'aller demander la protection internationale à un autre pays ou de lancer des poursuites contre les personnes qui n'ont pas assuré notre sécurité. Et plus globalement, est-ce que vous avez un message, envie d'exprimer quelque chose? Un mot de la fin peut-être? Un mot de la fin, c'est que je ne lâcherai jamais, mais vraiment jamais. Je me bats pour que la justice me soit rendue. Je suis victime d'enlèvement, de séquestration, de torture, de détention arbitraire, de chantage, de menaces, de tentative d'assassinat. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Ni le Maroc, ni la France m'arrêtera. Je me bats pour mes droits, pour que la justice me soit rendue et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est il n'y a pas pire que le sentiment d'injustice, surtout après avoir été torturé. Merci. Merci.